Donc de retour sur la libre antenne, toujours avec Perlo pour parler de l'Assemblée citoyenne. On voit qu'il y a pas mal de réactions. Alors on parlait de la réaction justement par exemple de Alioz qui lui dit oui bah c'est un peu trop naïf, ça marchera pas, c'est un peu comme si on essaie d'élire un président entre nous. Il dit voilà, je doute pas de votre bonté, mais dans ces coquilles qui courent, vaut mieux pas se faire trop d'illusions selon lui. Mais c'est-à-dire que là, moi, ce que je trouve intéressant, alors je me fais l'avocat du diable contre Alioz cette fois, mais c'est un peu, t'amènes une piste aussi, quoi, justement pour un peu, quelque part, j'ai envie de dire, sortir en douceur de ce système, parce que toi, tu crois pas à la révolution, le grand jour, allez, les barricades, c'est terminé. Il y a une quarantaine d'années, j'ai pu y croire, oui. Ouais. Mais effectivement, on se rend bien compte maintenant que même les gens qui veulent le grand soir et tout ça, ils ne sont pas d'accord entre eux. Ouais. Je veux dire, on fait le grand soir, d'accord, mais comment on fait? Et c'est là que ça ne va plus. Donc il n'y a pas de... Bon, je ne parle pas sur le plan militaire, il est clair que l'oligarchie est tout à fait prête, qu'ils aimeraient bien même un peu plus de confrontation armée, et que nous, on ne fait pas le poids. C'est clair. Ouais. Donc il n'y a pas de... À mon avis, il n'y a aucune perspective révolutionnaire possible. Sauf si on les nique. Et ça, c'est une façon, justement, sans leur demander leur avis, sans s'appuyer sur les médias, sans chercher à rentrer dans le système, aucune part du système. Ce que Alioz dit, moi je conteste son argumentation parce qu'il n'y a pas d'argumentaire. À part, ça ne fonctionnera pas. Ça, c'est pas un argument pour moi. Et il prend justement l'exemple, il dit... si on n'a pas écouté le peuple en 2005 pour le traité d'établissement d'une constitution européenne, on ne va pas plus recevoir plus d'attention aujourd'hui. Ouais. Mais d'attention de qui? Des médias? Mais qu'est-ce qu'on en a à foutre? Ce qui compte, c'est le peuple. C'est le fait qu'une idée comme ça, même des gens... L'attention qu'il faut capter, c'est celle du peuple. Oui. Le reste, on s'en fout. On s'en fout totalement. Non, mais t'as ça, par contre, je suis 100% on voit bien la situation sur Internet. Les médias traditionnels sont en train de se casser la gueule. Les journalistes papier, ils sont subventionnés directement par l'État parce que personne n'achèterait plus leurs torchons. On s'en fout de ce qu'ils veulent, l'attention qu'ils vont nous accorder. Ils racontent ce qu'ils veulent. Ils vont nous dire oui, le peuple en 2005, il a mal voté, mais en fait, il aime bien l'euro, il veut le garder, machin. Tout. Ils nous en fument en permanence. Donc on n'a pas besoin de leur attention. Par contre, le peuple, les gens qui auraient voté, pas forcément pour la dissidence, mais je sais pas, la personne qui a voté pour je sais interdit, Brigitte Fossey, elle n'est pas forcément impliquée dans la dissidence, mais elle ira voir sur Internet pour voir ce qu'a dit Brigitte Fossey à l'Assemblée citoyenne. Elle n'ira pas sur BFM TV pour savoir ce qu'a dit Brigitte Fossey à l'Assemblée citoyenne. Au cas où Brigitte Fossey soit élue, mandataire, ou bon. Mais ce qui nous intéresse, c'est l'attention du peuple. On s'adresse au peuple. Les autres, on les emmerde. Parce que de toute façon, ils ne regarderont pas. Et alors, on ne parle... Ils chercheront à tout faire pour dire, oui, c'est des allumés dans un coin, ils ont fait leur petit truc, mais c'est des antisémites et tout. On s'en fout. C'est le peuple qui verra. Et le peuple, les gens qui auront voté pour Mélenchon, pour Ségolène Royal, pour Finkielkraut, pour BHL, pour Caroline Fourest, ils auront aussi sur Internet pour voir ce qui se passe à l'Assemblée citoyenne. Et leur regard sur les gens qu'on leur présente comme des diables aura changé. Parce qu'ils considéreront que ces gens sont élus. Et là, ils les traiteront différemment. Ils les considéreront différemment. Même si les médias alignés déversent toujours la même merde, c'est pas grave. Alors oui, c'est vrai qu'Efas, il me dit, imaginons qu'à un moment, un pays non soumis à l'Empire déclare l'Assemblée, justement, des citoyennes comme le seul représentant légal du peuple français. Quelle pourrait être la réponse du système? Un peu ce que la France, l'Angleterre ont fait aux Syriens, aux Libyens, c'est-à-dire on reconnaît un autre gouvernement. Imaginons qu'on soit reconnu officiellement comme le gouvernement de la France. Alors, par un autre pays. Par un autre pays, qu'on soit reconnu, quelle serait la réaction de qui? Il dit, bon, du système et ou des États-Unis, enfin des maîtres, on va dire, quoi. À mon avis, dans la mesure où ce n'est pas une confrontation militaire et où se heurte à l'expression des suffrages libres des citoyens, ils ne pourront pas faire grand-chose, à part dénigrer. Et encore, comme il y aura des représentants de toutes les fractions du peuple, il y aura des gens qui ne seront pas du tout dans la dissidence, ils ne vont pas dire on dénigre une partie de l'Assemblée, mais les autres, ils sont bien.
Je veux dire, c'est exactement ce qui se passe à l'Assemblée nationale du temps où c'était pas l'UMPS, où il y avait différents partis, différentes positions. Ils s'invectivaient, ils s'insultaient les uns les autres, mais globalement, tous les députés étaient considérés avec la même légitimité. Et donc, que les États-Unis ne soient pas contents, que l'oligarchie américaine ne soit pas contente si on arrivait à faire un truc comme ça, bon, je le comprends, mais qu'est-ce qu'ils pourraient faire? Eurasia lui dit, oui, la réaction du système, supprimer la carte d'identité à ceux qui ont voté. Ce serait énorme quand même, ça, non, ça irait trop loin. Ah, mais personne ne saura qui a voté. Ah, voilà. Ah oui. Non, alors, réexplique, parce que justement, on n'a pas compris ça. Alors voilà. Là, on rentre dans la technique. Mais réexplique, c'est important. On rentre dans la technique. La feuille d'émargement, le bordereau d'émargement, pour un vote. Le bordereau d'émargement, là où on est censé mettre, donc, par exemple, voilà, monsieur Michu a voté. Non, pas monsieur Michu, monsieur carte d'identité numéro tant. Ah, voilà, monsieur carte d'identité numéro tant. C'est ça qui apparaît, d'accord. Voilà. A voté tel jour à telle heure auprès de tel agent de collecte. D'accord. C'est tout. On ne dit pas ce qu'il a voté. On sait qu'il a voté. Voilà, ça c'est le bulletin d'émargement. D'accord. Et là, on envoie donc le papier dont tu parles au centre de gestion. Oui. Et le centre de gestion travaille avec 2 huissiers. Il y a un huissier qui est chargé des feuilles d'émargement et l'autre qui est chargé des votes. Et les traitements sont faits sur des machines qui ne sont jamais connectées, avec des disques durs amovibles qui sont au coffre entre 2 traitements. Donc il n'y a pas de risque de cambriolage et tout, il faut faire l'attaque à main armée pour arriver à mettre la main sur un fichier. Et l'important dans l'histoire, c'est que il faudrait monter une association pour monter tout ça, l'Assemblée citoyenne. L'huissier qui reçoit les numéros de carte d'identité les transforme en numéros de profil de l'électeur. Ce qui fait que ce qu'on peut savoir éventuellement si on magouille, c'est quel profil a voté pour qui, mais pas de carte d'identité. Nous, on n'a jamais la carte d'identité, seul l'huissier là. Parce qu'il faut qu'il puisse vérifier s'il y a déjà un vote émis par cette carte d'identité qui va remplacer le vote précédent. Mais ça va coûter cher quand même, il va falloir payer des huissiers aussi. C'est un traitement informatique. Je veux dire, il y en a pour... À mon avis, si on est 20 millions de personnes à voter, on pourrait dire chacun donne un demi-euro et voilà, on a 10 millions d'euros pour faire le truc. C'est rien, je veux dire, c'est des bouts de papier. C'est des gens qui vont transférer des bouts de papier, les faire monter au centre de traitement. Après, on a quoi? Et le vote, il est enregistré à quel moment? Quand on reçoit le papier, etc. Ou ton vote, il est enregistré sur ton bordereau d'émargement, ouais. Identification du vote et numéro de carte d'identité, et sur le bulletin de vote, identification du vote et vote. Ouais. Mais ça, il n'y a pas d'enregistrement au niveau local. Après, on fait monter les bouts de papier. Alors, il y a la même question que je t'avais posée un peu tout à l'heure, mais comme quoi, peut-être que ça n'a pas été éclairci. On nous dit, ce système ne pourra-t-il pas être bloquant, ne pourra-t-il pas se bloquer à cause d'une impossibilité de créer une majorité comme sous la Troisième République? Non, là on ne parle pas de la même chose. Là, moi je parle de la constitution de l'Assemblée citoyenne. Voilà. Son montage. Ouais. Le reste, c'est autre chose. Si on n'est pas foutu... S'entendre entre eux, ça, toi tu dis, c'est entendez-vous. Ça n'est pas mon problème. Ouais. On aura effectivement... mais pas tout à fait, parce que sous la 4e, on avait une proportionnelle intégrale. Donc là, effectivement, on aurait une proportionnelle intégrale, mais qui ne serait pas limitée au parti. Il y aurait des gens aussi, des personnalités qui n'ont pas forcément, qui peuvent être d'accord avec un parti sur tel sujet et avec un autre sur tel autre. Donc on n'est pas dans le système des partis. Et à partir du moment où on émet un vote, si on n'a pas de majorité, on n'a pas de majorité. Mais si on a assez futé pour émettre pour formuler les questions de façon à avoir une majorité, mais de toute façon, c'est pas mon problème. Si on n'est pas foutu, après avoir monté un tel truc, avoir une assemblée citoyenne qui représente les gens les plus estimés par le peuple, qui sont élus sans magouille, qui sont élus sans qu'aucune voix ne soit perdue, et si on n'est pas capable avec ça de changer la donne, c'est qu'il n'y a plus qu'à tirer l'échelle et à dire continuer l'UMPS, l'Assemblée nationale, le Sénat, c'est très bien comme ça, et maltraiter les enfants. Mais
il faut d'abord monter le truc. Et ensuite, moi je suis sûr qu'ici, il y a 100 personnes qui ont été élues par le peuple, qui ont chacun soit 400 000 voix, soit qui représentent chacun 400 000 voix, à mon avis, ils seront capables de faire quelque chose, les gens. Je veux dire, toutes les bonnes volontés, les gens qui nous regardent, qui nous écoutent là, ceux qui font des commentaires, ce sont des gens qui cherchent des solutions. Voilà. Après, une fois que d'autres gens auront été nommés à cette assemblée, sont aussi des gens de bonne volonté. Ils ne sont pas obligés de siéger. Hein. Le type qui dira non, mais moi je ne vais pas avec les fachos et tout, il ne siège pas. Hop, tirage au sort pour ses voix. Et puis les gens, on leur dit, bah, votre chéri, là, il n'a pas voulu siéger, donc on suppose qu'ils vont voter pour quelqu'un d'autre qui voudra bien, qui leur crachera pas dessus, sur leur voix, quoi. Donc je pense que des membres, 100 personnes qui auraient été nommées dans telles conditions, bah, ils sauront quoi faire. Et c'est pas à moi de leur dire quoi faire. Ce que je vois, moi, c'est qu'il y a une situation, on a une Assemblée nationale qui est composée par des gens qui sont présentés par des partis, donc qui sont obéissants à leur parti, qui ont le petit doigt sur la couture du pantalon, et on n'a pas d'autre choix, qui est entre le pire et le moins pire. Donc, à mon avis, si on arrivait à faire ça, effectivement, ça résoudrait peut-être pas tous les problèmes constitutionnels. Ouais, voilà, parce qu'on me dit, là, une objection intéressante, on me dit, les plus estimés sont-ils forcément les plus compétents? Ah, mais il n'y a pas de question de compétence, parce que tu crois que les députés à l'Assemblée nationale, ils sont compétents? Ouais, voilà, justement, ouais. Je veux dire, ce sont des politiciens, ils ont fait une carrière politique, l'ENA, Sciences Po, machin et tout ça. Ils n'ont jamais bossé de leur vie dans une entreprise, ils n'ont jamais tenu une pelle, une pioche, ni rien de tout ça. Pourquoi ils seraient compétents? Ils sont compétents en administration. Il n'y a qu'à voir l'ENA, les résultats de l'ENA. Voilà, on a une école nationale d'administration, les gens qui sortent de là, qui n'ont jamais bossé, bah, à mon avis, c'est pas eux que j'estimerais le plus compétents. Je suis assez d'accord. Oui, j'imagine, hein, la compétence, elle est... On me dit aussi, alors oui, si le peuple ne bouge que quand il a l'estomac vide, la France, c'est pas la Birmanie, le confort d'un pays riche fait que les habitudes sont tenaces, donc 80% du peuple n'écouteront jamais Dieudonné et continueront de regarder TF1 avec une bière ou du coca dans la pogne. À quand la majorité alors? Bon, moi je suis pas sur cette vision du peuple, déjà. Hein, je pense que le peuple est dans une diversité où effectivement il y a des gens qui ne vont pas chercher très loin, mais même ces gens-là, on ne leur demande pas de faire la révolution. On leur demande juste, s'il y avait une assemblée citoyenne qui se montait, par qui aimerais-tu être représenté? À qui fais-tu suffisamment confiance pour lui confier de porter ta parole, d'être ton porte-parole? Il n'y a pas besoin d'être révolutionnaire pour répondre. La personne qui a choisi Brigitte Fossey, je ne crois pas qu'elle avait des intentions révolutionnaires. Marie-France Garot, Asselineau, bon, il n'y a pas de rupture, on ne demande pas aux gens de tout changer. On leur demande juste par qui ils aimeraient que leur parole soit portée. Et ça plaît aux gens, ça, de choisir, de désigner quelqu'un qu'ils aiment bien. Et là, on aurait beaucoup moins d'abstention que de choisir le moins pire. Ouais. Ouais, bah, au moins, c'est vrai qu'on choisirait qui on voulait. Finalement, on nous enlèverait, en tout cas, on va dire alors, la question réplique, discrète, oui, voilà. pas pour qui voterais-tu? Par qui aimerais-tu être représenté? Bah, pas mal de gens, quoi. Ah, après, il faut faire un choix. Il faut faire un choix, c'est ça le problème. Il faut faire un choix. Mais c'est intéressant, l'idée, en tout cas, elle est super intéressante. Et alors j'ai lu aussi, oui, alors tu crées après des statuts, donc il y a des agents, tu as expliqué les agents de notification, c'est ça? Alors, le système nécessite différentes fonctions. Voilà. Donc, ça, on parle d'agents, de citoyens tout à fait lambda, qui ne sont pas des porte-parole d'opinion, des dirigeants, des gens qui veulent mettre un petit peu de leur temps au service d'une action concrète, parce que, je le répète peut-être, mais ce qui me paraît important dans la période historique où on est actuellement, c'est de trouver des solutions. On est dans une situation complètement bloquée, et tout ce qui est proposé est voué à l'échec parce que les autres tiennent tout. Oui. Donc là, s'il y a des gens, suffisamment de gens qui se disent oui, le système m'intéresse et je voudrais bien participer à ça, on a besoin des agents de soutien.
Premièrement, bon, ce sont des personnes qui sont intéressées par la mise en place de l'Assemblée citoyenne, mais sans plus vouloir s'impliquer. Donc il leur suffit de parler de l'Assemblée citoyenne à leur entourage, leur dire voilà, il y a ça qui existe, et puis tu peux t'orienter vers un agent de diffusion, ou un agent de... Tu peux voter à tel endroit, enfin en parler. Voilà, c'est pas compliqué. Ensuite, les agents de diffusion, ce sont des personnes qui sont déterminées à avoir la mise en place de l'Assemblée citoyenne. Donc, qui vont assurer la diffusion en tout lieu, en tout temps du concept, qui vont répondre aux questions, qui vont recruter d'autres agents, qui vont mettre les gens en relation avec un agent de collecte de suffrage. Si la personne a sa carte d'identité et connaît le code de son vote. Sinon, si elle ne connaît pas le code, on l'oriente, la personne qui vote, on va l'orienter vers un agent de codification. Enfin voilà, l'agent de diffusion, il a le rôle de moteur, d'essayer d'amener des citoyens à un agent de collecte de vote. Voilà. On a des agents de codification. Alors là, c'est la partie technique, c'est-à-dire qu'on a, dans la mesure où personne n'est candidat, et dans la mesure où de nombreuses personnes peuvent être nommées, on a une liste qui peut comporter au maximum 1 million de noms. Ça devrait suffire. Ce million de noms, on ne va pas, toi et moi, avec les quelques camarades, on ne va pas les écrire, tiens, celui-là, il pourra être nommé, tout ça. Donc on va confier à chaque organisation politique ou associative ou des choses comme ça, des morceaux de ce 1 million. Mais il faudra bien qu'il y ait une base de données, à un moment donné, il y a tous les noms, non? Oui, on centralise après. D'accord. Mais on va découper ça, mettons, en 1000 paquets de 1000. D'accord. Et on confie à chacun un paquet. Et au parti de gauche, par exemple, ils vont mettre Mélenchon, Clémentine Autain, machin, ils vont mettre tous leurs gens. De façon à ce que chacun ait un code. Les autres, les copains de Soral, ils vont mettre Soral, machin, truc. Chacun est un code. Donc on confie à toutes les organisations politiques ou associatives une plage de 1000 codes à charge pour eux de les remplir. Pas tous, pas forcément, ils mettent ce qu'ils veulent. Et on centralise ça, on élimine les doublons évidemment, ce qui fait que chaque personne a un seul code. Et il y a une nomenclature nationale. Alors on peut la lire classée par nom, classée par prénom, classée par année de naissance et tout, pour pouvoir retrouver si la personne pour qui tu veux voter est dans la nomenclature ou pas. Et ceux qui veulent s'inscrire, ils pourraient pas aller sur Internet, tout simplement, pour avoir un code, en disant ceux qui veulent se présenter. Ah il suffit qu'ils contactent un agent de codification de leur organisation politique et disent mon nom. Voilà, c'est tout. C'est tout. On leur donne un code. Et on leur donne un code qui rentre dans la base de données. Voilà. Alors comme il y en a suffisamment, on peut les cacher, c'est pas grave. Donc si la personne qui veut être sur la nomenclature n'a aucune voix, c'est pas grave. Mais c'est possible. Oui. Et donc après la personne elle peut dire qu'elle se présente à l'Assemblée citoyenne, de voter pour elle, etc. Non. Enfin qu'elle se présente, non. Elle peut se dire, elle peut demander qu'on vote pour elle. Elle peut demander voilà. Alors voilà, elle peut dire elle peut dire votez pour moi. Voilà. Ouais. D'accord. Voilà. C'est simple sur le principe. Ouais. Bon, je sais que je suis pas très bon pour expliquer les choses clairement. Il y a Lies hier qui me disait c'est compliqué ton truc, et puis au bout de 5 minutes quand j'ai répondu à ces questions, il me dit en fait c'est super simple. Voilà, donc si on trouve des gens qui sont capables de mieux expliquer que moi, ça sera bien. Donc alors après on vote, bon. Toi, tu dis l'archivage, tout ça. C'est pas fini. Agents de codification, donc c'est ceux qui vont remplir la nomenclature pour que les gens disposent d'un code. Ensuite, on a les agents de collecte. Les agents de collecte, ouais. Eux, ils vont collecter les suffrages. Donc, ils vont pas faire de la codification et tout. Ils vont regarder ta carte d'identité, regarder sa photo, c'est bien lui et tout. Et donc, ils vont attester que c'est bien toi qui as voté avec ce numéro de carte d'identité. Ouais, donc là, il faut des gens qui soient connus pour leur probité et il faut une surveillance. Il ne faut pas de magouille, il peut y avoir des magouilles à ce niveau-là. Le mec, il va écrire un faux numéro de carte d'identité. Comme il n'y aura personne au niveau de l'huissier pour vérifier que ce numéro existe, on s'appuie sur les agents de collecte des suffrages.
C'est notre... Ah ouais, mais alors imagine qu'il y a un mec avec des fausses cartes d'identité. Ils en feront combien? 150 pour voter à l'Assemblée citoyenne, ça serait un super succès pour nous. Hein, que le mec il magouille juste pour pouvoir désigner BHL, parce que ça serait sûrement... Imagine. Ils sont capables. Mais qui va les surveiller un peu, ces agents de collecte? Tu as pensé, non? Les agents de codification? Non, de collecte, justement. Les agents de collecte, pardon. Ouais, pour les, on va dire, pour les garder sous contrôle un peu, pour pas que ça dérape. Ils seront connus par un parti, par un syndicat, par une association, Mais qui les nomme un peu, ces eux, ils proposent, et puis le comité qui est chargé de la mise en place dit oui ou non. D'accord. Les gens se proposent à des postes oui, voilà, ils disent moi je suis moi je vais bien faire ça, je vais bien remplir tel rôle et tout. Bon, et doivent être connus de quelque part. Ou bon, je vois pas pourquoi des gens vont aller dire je vais faire des faux votes. Si c'est pour se nommer soi-même ou pour nommer son copain, ou ça jouera sur 500, 1000 votes, 1500 votes, c'est rien statistiquement. Je veux dire, les risques de magouille sont au niveau de machines à voter, donc nous on élimine ça puisque c'est par papier. On peut faire des machines à voter en double pour faciliter les choses, mais après avoir vérifié que ça concorde avec les papiers et tout, mais en tout cas il y aura toujours le papier. On ne va pas nous faire le coup des machines à voter. Donc les magouilles sont possibles au niveau de machines, donc nous on l'exclut. Et sont possibles en ajoutant des bulletins de vote. Mais si on ajoute des bulletins de vote dans le circuit qui fait passer les bulletins de vote, on ne peut pas ajouter des bordereaux d'émargement dans l'autre circuit. Donc le bulletin de vote qu'on aura ajouté ne servira à rien parce qu'il n'y aurait pas de numéro de carte d'identité à mettre en face. Et réciproquement, les bordereaux d'émargement fictifs qui n'auraient pas un bulletin de vote sur s'appuyer ne servira à rien. Ouais, donc c'est-à-dire que chaque émargement doit bien correspondre à un bulletin de vote qui doit être identifié quelque part, quoi, c'est ça. Alors il se peut que les bulletins de vote de la commune de machin dans tel département mettent beaucoup plus longtemps à arriver au centre de gestion que les listes d'émargement. Bon, on attend la prochaine fournée. Il y a des listes d'émargement qui sont en attente ou des bulletins de vote en attente qui ne peuvent pas être traités parce qu'il n'y a pas le correspondant en face. Ça attend la fournée suivante. Donc c'est pas un système qui, sur le plan statistique, est parfait, mais ça joue à la marge. C'est pareil, on peut avoir des bulletins de vote qui sont dans une camionnette et ils tombent dans la rivière. On me dit comment le citoyen de base pourra-t-il vérifier que les 300 000 voix attribuées à Monsieur X existent s'il n'est pas informaticien alors qu'il peut actuellement assister au décompte des voix? C'est-à-dire que... Comment on fait pour vérifier? C'est vrai. Alors, on ne peut pas vérifier ça, le fait que machin ait bien eu 300 000 voix. Par contre, on peut vérifier, c'est un peu plus tordu, mais dans les archives, on a les trucs. Donc, une personne pourra avoir accès, je l'ai plus tout à fait en tête, mais j'avais prévu un système qui permet à la personne d'aller vérifier que le vote qu'elle a émis a bien été enregistré, qu'il n'a pas été falsifié. Que son vote à elle, tu peux vérifier. À quoi? On peut vérifier son propre vote. Ouais. Mais le fait de vérifier que telle personne a eu 300 000 voix, oui, on a les bulletins, de toute façon, les archives. Hein. Une fois que le traitement informatique est fait sur un lot de bulletins, ils sont entassés dans une caisse avec la date, machin et tout ça, et on peut aller vérifier. D'accord. Et donc il y aura alors le vote aussi, c'est quoi? Il s'organise à des dates précises, c'est-à-dire genre tous les 2 mois, c'est ça? Ah non, le vote est permanent. Permanent. Tu votes aussi souvent que tu veux, auprès de l'agent de collecte que tu veux. D'accord. Pour qui tu veux. Pour qui tu veux. Et tu peux voter 2 fois par jour, 5 fois par jour, ça fait rien. Seul ton dernier vote, au moment où on fait le traitement informatique, est pris en compte. D'accord, ça efface automatiquement l'autre. Voilà. Et donc on peut, il n'y a pas besoin d'organiser des stages des sessions de vote. Voilà, qu'est-ce qu'on me dit encore? Celui qui a été élu et qui choisit celui qui doit le représenter ne peut pas forcément plaire à celui à qui on est élu. Oui, qui a voté pour lui. Ouais. Eh bien, il vote pour quelqu'un d'autre. Le lendemain, il dit il a mis celui-là et tout, ça me plaît pas, que je vais voter pour quelqu'un d'autre. Voilà, donc en fait, oui, il y a en fait,
On n'est même plus en ce qu'on appelle les périodes d'élection, c'est constant. Voilà, parce qu'actuellement, quand tu votes, c'est pour 5 ans, et pendant les 5 ans qui restent, tu as juste tes yeux. Tu peux rien faire, Voilà, tu peux rien faire. Là, c'est tout le contraire. Et le type, il dit un mot de travers, ça y est, il perd 500 000. Oui, après, il s'explique, alors les autres, oui, bon, alors il regagne 300 000 voix. Voilà, c'est ça en plus, c'est vrai, en plus il peut partir, être machin, et puis après être revenu si ça replaît. Bon, c'était pas si grave et tout, je l'aime bien, et puis il dit bien ce que je veux, il exprime bien, il pense, allez, je revote pour lui. Le gars, il dit, oui, j'ai dit une connerie et tout, ah bon, bah alors il s'est excusé, je revote pour lui. Voilà, on est libre, on n'est pas enchaîné par son vote. Mais les agents de collecte dans un système comme ça, ils vont pas être un peu débordés, non, avec le travail? Parce qu'imaginons que même ça se mette en place aujourd'hui, là maintenant, ça intéresserait quelques milliers de personnes, donc plusieurs milliers de personnes. Donc ça veut dire qu'il y aurait déjà une masse critique de gens à gérer, voilà, des agents à nommer, machin, qui doivent envoyer des bulletins. Si ça marchait, il y a des dizaines, des centaines de milliers de gens qui sont prêts à faire quelque chose pour que ça change. Il y a en particulier des retraités qui ont du temps disponible, ça paraîtrait pas compliqué de noter un numéro de carte d'identité et de l'autre côté de noter un numéro de vote. C'est pas compliqué. Ouais. Mais si on a des problèmes d'être débordé, c'est bon signe. Ouais. Alors on me dit, oui, Topa, est-ce que l'invité sait qu'il y a plus de 400 élus qui ont déjà été condamnés ? Et on me dit si la personne qui veut se présenter a un casier judiciaire. Le peuple est souverain. La personne qui vote pour qui elle veut. Même si la personne a un casier. Qu'elle soit un casier, qu'elle est pédophile, elle vote pour qui elle veut. C'est le principe du citoyen qui est souverain. Et je voudrais signaler justement, moi je suis de gauche, hein, mais j'ai une particularité en étant de gauche, c'est que je considère qu'un enfoiré de raciste qui bat sa compagne et ses enfants tous les jours et qui fait des choses horribles a la même part de souveraineté nationale que moi. Il n'y a pas des gens qui pensent mieux que les autres et qui ont plus de droits que les autres. C'est une grosse différence avec l'ensemble des gens de gauche. La souveraineté nationale se divise en autant de personnes que compte la société. Mais chacun fait ce qu'il veut de sa part de souveraineté. S'il veut voter pour un député qui a été condamné il vote pour qui il veut. S'il veut voter pour le mec qui est actuellement président de la République, il vote pour lui. Après l'autre, il siège ou il siège pas. Ça le regarde. Mais chacun fait ce qu'il veut de son droit de vote. Ça, c'est quand même un principe républicain, c'est intangible. Hein? Sauf qu'actuellement, on ne fait pas ce qu'on veut de son droit de vote. On choisit le moins pire parmi ceux qu'on nous propose, ceux qu'on nous impose. Ouais. Voilà, donc c'est très différent là. Mais chacun fait ce qu'il veut, j'ai pas à juger. Bon bah, voilà, ça répond bien à la question. On me dit, voilà, c'est toujours cette crainte, mais bon, toi tu expliques que c'est l'après, mais on me dit un tel système ne conduirait-il pas inévitablement à l'immobilisme politique? C'est-à-dire que les gens ont bien peur que trop de représentation, en fait, tu vois, on est un peu dans un paradoxe quelque part. On demande, les gens réclament plus de démocratie et quelque part ça leur fait peur en se disant si on a trop de courants, eh ben on n'arrivera pas à s'entendre. D'ailleurs, tu le disais tout à l'heure, tu disais oui, dans la dissidence, effectivement, il y a des formes de courants très différents qui n'arrivent pas à s'entendre entre eux. Et ils ont tous cette crainte, j'ai l'impression, de se dire ouais, mais comment on va arriver à s'entendre si on est à 100? Bon, alors il faudrait prendre des exemples concrets à ce moment-là de propositions d'expression de l'Assemblée citoyenne. Par exemple, je ne sais pas, à une époque, il y avait Sarkozy qui avait nommé un de ses potes qui était banquier, qui était le fondateur de la Caisse d'épargne. Enfin, oui, Pedro Natixis. Voilà. Et il avait obtenu du président de la commission qui était chargé des conflits d'intérêts une lettre qui disait il n'y a pas besoin que la commission se réunisse. Alors que le conflit d'intérêts était patent. C'était un scandale absolu. Bon, les médias évidemment n'ont rien dit, les partis, le PS n'a rien dit et tout ça. Imagine que l'Assemblée citoyenne dise nous condamnons cette nomination, nous appelons l'attention sur le fait qu'il y a des règlements, il y a une commission qui est chargée d'eux et elle doit se réunir. Est-ce que tu penses que le gouvernement va insister
dire non, mais j'écoute pas ce que dit l'Assemblée citoyenne, donc je le nomme mon type en toute illégalité. Bon, sur une histoire comme ça, une majorité serait pas compliquée. Parce que tous les légitimistes se diraient ça ne va pas. Il y a des tas d'exemples où l'Assemblée citoyenne pourrait s'exprimer sur des attitudes du pouvoir et où la majorité ne serait pas compliquée à trouver. Sur la question, par exemple, mon argument préféré, c'est de dire qu'en 2005, on était 55%. On a déjà parlé tout à l'heure. On a parlé tout à l'heure. Donc sur la question, est-ce que Bruxelles a le droit de faire ceci ou cela, on aurait facilement une majorité. Puisque par définition, même s'il y a des gens, des personnalités qui ne représentent pas un courant politique, qui représentent les gens qui ont voté pour lui dans leur sensibilité, il n'y aura pas une différence telle qu'ils voteraient des choses contraires à ce que veut leur électorat. À mon avis, moi je ne me fais aucune inquiétude. Une assemblée qui serait élue comme ça, c'est-à-dire des gens qui ne sont pas des carriéristes. Parce qu'actuellement tu rentres dans un parti, si tu vises de pouvoir être député un jour, il faut que tu sois bien gentil avec le président, pour qu'il te donne l'investiture. Il faut que tu ne fasses pas de vagues pendant des années, il faut que tu montes les échelons, il faut que tu deviennes un gentil carriériste. Des gens qui seraient élus à l'Assemblée citoyenne, ils n'auraient pas ça. Ils n'auraient pas l'ambition de faire carrière, dans un parti, de devenir ministre, de ça. Ils auraient juste à se poser les questions qu'on leur pose, à se dire est-ce que je vote pour ci ou pour ça. Et moi je me fais aucune inquiétude qu'une telle assemblée serait beaucoup plus efficace et beaucoup plus écoutée que l'Assemblée nationale actuelle, qui n'est plus que le croupion de Bruxelles. De toute façon, l'Assemblée nationale, maintenant, ils distribuent les stylos et puis c'est tout. On nous dit, est-ce que tu peux nous parler concrètement de la mise en place en soi? C'est-à-dire que... Ah, c'est bien parce que ça avance dans le truc. Concrètement de la mise en place en soi. Eh bien, il y a par exemple un organisme de télé qui s'appelle Meta TV, qui peut très bien dire aux gens qui nous écoutent, ceux qui voudraient participer à cette aventure peuvent nous contacter à tel truc. Et après, on monte Alors, je vais parler du COAC, le comité d'organisation d'urgence de l'Assemblée citoyenne. Ça tombe bien que ça fasse un COAC, parce que j'ai bien l'intention que ça fasse un COAC dans le système. Donc, j'ai toujours pensé que Étienne Chouard était le dirigeant naturel de ce système. Que c'était lui qui, en 2005, a quand même fait pas mal bouger la donne, qui est apparu alors qu'il n'était soutenu par aucun média. Donc c'est typiquement le genre d'apparition qui mène à l'Assemblée citoyenne. Il est issu du peuple. Il a envoyé son document à quelques potes et ça s'est retrouvé ensuite jusqu'au Monde qu'on a parlé et tout. Bon. Donc il me semble que sa démarche à lui de vouloir monter une assemblée constituante pour écrire une constitution qui ne serait pas écrite par ceux qui vont l'utiliser, me paraît très saine. Et il me semble justement que l'Assemblée citoyenne pourrait devenir cette constituante. Si un jour l'Assemblée citoyenne dit « Ah bah tiens, il y a Étienne Chouard qui nous a pondu un projet de constitution », on fait un vote à l'Assemblée citoyenne. Ah, il y a 55% qui approuvent. Et ben on fait un référendum populaire, puisque nous on a les moyens, j'expliquerai tout à l'heure l'autre partie du projet qui est aussi assez énorme. On fait un référendum. Est-ce que vous autorisez l'Assemblée citoyenne à se transformer en Assemblée constituante? Terminé. Parce que qu'est-ce que pourrait faire le pouvoir face à une Assemblée qui représenterait vraiment le peuple? Par exemple, sur la question européenne, s'il y a 70% des délégués ou des mandataires ou des assortis, 70% des membres de l'Assemblée qui votent pour le retrait, pour le rétablissement des frontières, par exemple, le pouvoir va dire quoi? Allez vous faire foutre? 70% du peuple? Bah oui. Ah, on sait que dans l'armée, dans la police, il y a beaucoup de gens qui se disent que ça serait bien si on arrêtait avec ces simagrées de pseudo-démocratie. Si l'Assemblée citoyenne, à qui le pouvoir a dit non, mais allez vous faire foutre, dit bon bah à partir de là, le pouvoir est devenu illégitime. Nous qui représentons le peuple, nous demandons à l'armée
de bien vouloir nous faire accéder au pouvoir. Coup d'État. Le coup d'État, il est plutôt du côté du pouvoir qui dirait une assemblée citoyenne qui représenterait réellement le peuple, d'aller se faire foutre. Ouais. Mais ce sera peut-être un bain de sang quand même aussi, enfin. Non, parce que si l'armée décidait, ils virent les pingouins qui sont là. Oui, c'est vrai. C'est vrai qu'au moins, pour le coup, et là, je me fais ton avocat du diable. Non, je suis pas le diable, moi. Non, mais c'est pour dire que vraiment, pour le coup, c'est vrai que il y aura au moins, on va dire, une instance légitime, justement, à cette résistance et une vitrine légitime. Voilà, la légitimité des gens qui seraient ainsi nommés ne pourrait être contestée par personne. Voilà, c'est très important, bien sûr. Alors que les députés actuellement, est-ce qu'on leur trouve une légitimité? Pas en ce qui me concerne. Voilà. Bon, après, Attila, il demande, monsieur, vous croyez vraiment que le peuple est souverain? Non, justement. Que le peuple est souverain? Oui, vous n'êtes pas encore rendu compte que c'était un leurre depuis tout ce temps? Si, mon cher Attila, je pense que c'est peut-être pour ça qu'il a monté son projet, justement. Oui. Un petit peu, quand même. Il faut dire aux gens que j'ai quand même un certain âge, que j'ai vu pas mal de choses et que j'ai cru à pas mal de choses qui étaient des illusions et que je suis plus trop intéressé aux projets fumeux qui nécessitent par exemple un changement de constitution. Ça, c'est pas possible, ça marche pas. Ouais. Tout ce qui nécessite un accord des gens du système, il n'y a aucune raison qu'ils l'accordent. On est bien d'accord. Voilà. Donc, j'ai monté un truc qui n'est pas falsifiable, qui n'est pas sabotable, et qui peut changer la donne, parce qu'il nous donnerait la légitimité. Alors qu'actuellement, quand Soral, j'ai appris qu'il était là il y a 2 jours, quand il parle, on ne sait pas combien de personnes il représente. Les autres ont beau jeu de dire oui, mais c'est un mec, un intellectuel dans son coin. Déjà, en termes de vue Internet, c'est déjà un aperçu. Non, parce qu'il y a aussi ses ennemis qui vont regarder. C'est vrai. Donc ça, c'est pas fiable. Je veux dire, statistiquement, on ne peut pas s'appuyer là-dessus. C'est vrai. Mais bon, non, on ne peut pas s'appuyer là-dessus, mais ça nous donne un aperçu que c'est quelqu'un qui a une grande... D'ailleurs, on a vu l'aperçu des... Voilà. Et on a vu Dieudonné en décembre, ça faisait 2 millions. Un mois après, ça faisait 50 000. Parce qu'ils trafiquent les compteurs. Ils peuvent tout faire. Sur YouTube. Voilà, ils font ce qu'ils veulent. Oui. Donc dès qu'un truc va commencer à leur paraître un peu louche, ils vont saboter. Ouais. Voilà. Bon, on va faire une petite pause, puisque c'est l'heure. Je vois, il est 23h05. Steph, il est ready, c'est parfait. Donc 23h05, donc après... tu nous expliqueras l'avenir dans la deuxième partie, puisque tu as dit qu'il y avait la partie encore à savoir, toujours avec Merlot, c'est la libre antenne. À vous la régie.